on avait vu ce qu'on appelle la matrice d'une famille de vecteurs dans un espace de dimension finie. Petit rappel, on est censé partir d'une base E1, En, et à partir de cette base, on calcule les coordonnées de chacun des vecteurs, et ces coordonnées, on les place dans une matrice. On a fait quelques exemples, dans R2, on a fait un exemple avec des polynômes, dans R3. A priori, ça se comprend pas trop mal. Il faut bien retenir le principe. On place en colonne les vecteurs qu'on veut, et en ligne les vecteurs de base dans laquelle on veut exprimer les coordonnées. Pour une matrice, ce qu'on avait précisé, pour une matrice, cette fois-ci, on va choisir comme vecteur d'arrivée les vecteurs f de E1 jusqu'à f de EP. Donc ça, on l'a juste posé pour vous méditer un peu dessus. Exemple tout de suite. Si vous considérez cette application-ci, xy, on associe 3x moins y, x plus y, moins 2x plus 5y. Pourquoi pas hein. On regarde cette application en prenant comme base les bases canoniques de R2 et R3. On va construire la matrice, on va voir ce qui se passe. Et on va faire la même chose en faisant encore une fois le petit feinte classique. On va prendre à la place de R2 une autre base. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Alors, je repars sur mes exemples. Nouvelle page. Est-ce que... Bougez pas. Je vais voir si je peux directement créer un nouveau document. Ce qui aurait été plus simple. Ouais, nouveau document. Tac. Tac. Alors, celui d'avant est bien sauvegardé. Celui-ci, on est bon. Et comme ça, je le remets en tableau. Et on est bon. Alors, ici, exemple. De matrice d'application linéaire. Donc, tac, tac. L'application qu'on a. Alors, vous l'avez juste à côté. Ah bah si, je l'ai aussi, c'est vrai. Je grandis un tout petit peu ma fenêtre. Comme ça. Alors, je roule le tableau en grand. Tac, tac, tac. Ok. Alors, notre application. C'est une application petit f. Elle va de R2 dans R3. De quoi est-ce qu'on a besoin? Pour R2, on a besoin au départ d'une base de référence. On va choisir comme base de R2, on va l'appeler B2 comme R2, la base canonique 1, 0, 0, 1. Base de R3. On a dit qu'on prenait aussi, donc là c'est un 3, là c'est un 2. On prend la base canonique, on va appeler B3, là ce sera aussi simple, 1, 0, 0, ensuite 0, 1, 0, et ensuite 0, 0, 1. Si vous comparez par rapport aux notations, je remonte un tout petit peu dans le polycopier, comme ça vous avez tout ensemble, on est bon. En haut du PDF, on a une base de départ qu'on est censé noter pour nous E1EP. Ici, qu'est-ce que c'est notre base E1EP? C'est tout simplement là. C'est E1 et là, c'est E2. On est censé aussi avoir une base d'arrivée epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc là, elle est ici. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Conséquence, la matrice de l'application linéaire, qu'est-ce que ça va être? Je mets un trait de séparation. Tac. Tac, tac. La matrice dans les bases B2 et B3 de petit f. Ça va être égal à. Qu'est-ce qu'on est censé placer en colonne? On est censé placer en colonne, faire très attention, je vais mettre presque en rouge pour la première fois, les images des vecteurs de la base de départ. Ça veut donc dire ici, je réduis ma
tac. Hop, on est censé placer en haut U de E1. Et on est censé placer U de E2. Mais plus précisément, on est censé placer, non pas ces vecteurs, mais leurs coordonnées dans la base epsilon 1. Je mets ça sur le côté. Epsilon 2. Epsilon 3. On définit pas la fonction f. Elle est marquée dans le poly. C'est celle du poly, la fonction f. Donc si vous regardez à côté sur la gauche de l'écran, vous l'avez. C'est pas f à la place de u. Oui, c'est f. Excusez-moi. J'étais en train de me dire, mince, où est-ce que j'ai marqué un petit u? Oui, oui, bien sûr. Tac, 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 tac. Alors là, c'est petit f, et là, c'est petit f. J'ai tellement l'habitude que ce soit u par défaut que du coup, j'ai laissé comme ça. Au niveau du calcul, tac, tac, hop, je repasse en dessous, comme ça fait une séparation. Si on calcule à la main, f de E1, c'est f du vecteur 1, 0. Et là, si vous regardez l'application que vous avez sur le côté gauche, vous allez avoir tout simplement, alors qu'est-ce que je reprends mes valeurs, tac, tac, alors l'application petit f, donc 3x moins y, x plus y, moins 2x plus 5y. Si on remplace x par 1, y par 0, on va se retrouver qu'un vecteur a 3 coordonnées, et ça va revenir à prendre à chaque fois le coefficient devant petit x. 3, 1, moins 2, tout simplement. Donc ici, on va avoir 3, 1, moins 2. Et, attention, attention, a priori, ce vecteur-là, nous on veut l'écrire en coordonnées dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Par défaut, il faut bien récupérer les coordonnées dans cette base. Mais ici, on a du bol. Comme c'est la base canonique de R3 qu'on a choisi, on va avoir 3 fois epsilon 1 plus une fois epsilon 2 moins 2 fois epsilon 3. Conséquence, f de 1, on a ses coordonnées. On va récupérer ces coordonnées et tout simplement, on va les reporter en haut. Le 3, le 1 et le moins 2 vont être arrivés ici. 3, 1, moins 2, en les reportant là-haut. Même principe pour f de E2. f de E2, c'est f de 0, 1. Et encore une fois, comme on a la base canonique au départ, l'image est très facile à calculer, ça revient juste à prendre les chiffres devant y. Si on remplace x par 0, y par 1, on va se retrouver avec moins 1, 1, c'était quoi? Moins 1, 1 et 5. Et encore une fois, là c'est le deuxième effet base canonique, on va dire. Vu qu'on a la base canonique dans l'espace d'arrivée, on a juste à recopier grosso modo les chiffres. On a moins 1 fois epsilon 1, plus 1 fois epsilon 2, plus 5 fois epsilon 3. Et on reporte ces chiffres en haut. Donc là, je les mets directement. Moins 1, 1 et 5. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On est bon à peu près? Alors deux petites notes. Alors vous m'avez dit que le jaune c'était pas super lisible. Hop, deux petites notes que je vais mettre ici, que je vais mettre ici. Là, ici. Le calcul de f de 0,1 et de f de 1,0. Ici, il est facile. Car B2, la base de départ, c'est la base canonique. Et la deuxième égalité, celle qui est ici, hop, et aussi là-haut. Là aussi, c'est facile entre guillemets.
car base canonique, car B3, attention là c'est un 3, là c'est un 2, base canonique. Morale. Si vous avez la base canonique au départ et à l'arrivée, bah, finalement si vous avez bien pigé le coup, bah, il y a juste à recopier les coefficients de x, les coefficients de y, et c'est plié. Et alors, et donc effectivement, c'est ça qu'on va arriver progressivement. Là, j'ai tout fait le détail bien comme il faut pour vous faire voir le processus. Mais au fur et à mesure, vous allez prendre un petit peu d'aisance. Et si on vous dit de la matrice de f dans les bases canoniques, bah, comme ça, vous allez dire, ah, je recopie mes chiffres, 3, 1, moins 2, moins 1, 1, 5, et pouf, vous aurez la matrice. Surtout en plus avec la propriété qu'on va voir juste après, où là, vous verrez le lien entre matrices applicationnaires encore plus fort. J'espère que c'est à peu près bon. Je vous laisse 5 secondes, 5-10 secondes, et puis je vais devoir changer d'écran pour regarder ce qui se passe avec la même application, mais cette fois-ci en prenant comme base B'2 avec un deuxième vecteur qui change. Alors, attention. Pouf. Alors, de plus, donc deuxième exemple, enfin suite de l'exemple. Au fait, j'ai pas regardé l'heure. On en est où? Ah, c'est bon. Attendez, on a dit quoi? 10h30 midi à peu près, c'est ça. Oui, donc c'est bon. Parfait. Alors, suite de l'exemple. Suite de l'exemple avec B'2 égale cette fois-ci à 1, 0, 1, 1. Donc, au lieu d'avoir E1, E2, on a une nouvelle base, E'1. Bon, E'1, c'est en fait E1, mais c'est pas grave. Nous, ça change rien. Et surtout, un vecteur E'2 qui lui a changé. Conséquence, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait la matrice de F, hop, hop, hop. Alors, j'écris en dessous, par contre, excusez-moi, B3 inchangé. Donc, on refait le processus, on pose la matrice tranquillement pour être sûr de bien comprendre le principe. Donc, la matrice dans les bases B'2 et B3 de l'application linéaire petit f, ça va être égal à une matrice avec deux colonnes. Ces deux colonnes, ce sont censés être f de U'1 et f de U'2 qu'on exprime en fonction de, là par contre ça ne va pas changer, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 à droite. Donc jusqu'ici, j'attends un petit peu voir si c'est bon. Ce qui fait qu'on aura 1, 2, 3 coordonnées première colonne, 1, 2, 3, excuse-moi, coordonnées deuxième colonne. La première, f2'1, bah, c'est f2'1. Donc finalement, rien n'a changé. Je reprends les valeurs précédentes. C'était 3, 1, moins 2. Donc ici, 3, 1, moins 2. Non, j'ai pas bonne couleur. Donc ici, effectivement, c'est pas changé. En revanche, là, pour le deuxième morceau, là, il va y avoir un petit peu de changement. F de E'2, ça va être égal à. Et là, tout simplement, on remplace cette fois-ci x et y par 1. Donc si je reprends l'expression de mon application linéaire, si on remplace x et y par 1, on va avoir 2, 2, 3 comme vecteur. Donc ici, on est censé avoir 2, 2, 3 comme vecteur. Donc là, ça a changé. En revanche, pour la fin, c'est le même principe. Vu qu'on a la base canonique à l'arrivée, c'est que ça va nous faire 2 fois epsilon 1, plus 2 fois epsilon 2, plus 3 fois epsilon 3. Autrement dit, ici, il y a un petit changement. Tac, 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 qu'on va retrouver ici.
on obtient comme chiffre 2, 2 et 3 dans la matrice. Donc là c'est un 2, là c'est un 2, et là c'est un 3. Est-ce que on est à peu près bon sur le principe? Donc ici, morale, par rapport à la matrice précédente, bah, la deuxième colonne, bah, elle a complètement changé. Morale, si on change de base, donc morale changer de base, change aussi la matrice. Et là, alors volontairement, enfin pour pas que non plus on ait trop de calculs à faire, bah, j'ai laissé le même vecteur au départ, ce qui fait que la première colonne n'a pas changé, mais on aurait pu le changer aussi. Et réfléchissez bien aussi, si on change les bases d'arrivée, effectivement c'est à prendre en compte. Il aurait fallu trouver les coordonnées, par exemple du vecteur 2, 2, 3, dans la nouvelle base d'arrivée, qui aurait pu être complètement différente. Alors en fait, ce genre de choses, on ne va pas trop s'y attarder maintenant. Là, je vais juste vous faire voir sur un exemple très simple que, attention, les bases avaient une influence sur la matrice donnée. Ce sera la fin du chapitre où on va se coltiner un petit peu ce qu'on appelle la notion de changement de base dans les applications linéaires. Alors, éventuellement on fait un système, mais pour l'instant ce ne sera pas le but. Alors, si on est à peu près bon, on va passer à la page d'après. On a un autre exemple à faire. Alors, je vous le mets 2 secondes avec le PDF en grand, comme ça laisse un petit peu de temps pour ceux qui ont encore prendre quelques notes. Donc, le principe ici, si on repart sur notre PDF, deuxième exemple, toujours sur les matrices applicationnaires, c'est celui qui est tout en bas, un petit peu plus conséquent. On va considérer kn crochet x, donc espace de dimension n plus 1, avec sa base canonique, et on va considérer la dérivation des polynômes en tant qu'endomorphisme. Et on veut écrire la matrice de cette application linéaire-ci. Donc un petit peu plus formel, mais très intéressant aussi. Alors je repars sur mon tableau, et attention, je vais devoir changer de page. Hop là. Alors deuxième exemple, ici, je mets un point. L'application D comme dérivation, qui va de kn crochet x dans kn crochet x, qui est un polynôme P associé P'. Alors, petit point de détail, parce qu'il y en a sûrement certains qui sont en train de se dire, ouais, mais quand on dérive un polynôme de degré n, ça fait un polynôme de degré plus petit que n, ça fait un polynôme de degré plus petit que n moins 1, pourquoi est-ce qu'on met kn crochet x? Parce que c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Ou plus précisément, en fait, c'est par rapport à l'énoncé, pour garder un endomorphisme, on se place dans kn crochet x. Et justement, le fait que en vrai, le degré de P' soit plus petit que n-1, bah vous allez voir la conséquence que ça a sur la matrice. Ici, base canonique. Je mets un petit b indice C comme base canonique. C'est 1, x, x carré, etc. jusqu'à x puissance n. Et grand D, c'est un endomorphisme. Lorsqu'on a un endomorphisme, si vous regardez bien sur l'énoncé, vous l'avez encore en bas de la définition, c'est le deuxième aspect. Si petit f est un endomorphisme, on va considérer par défaut la même base dans l'espace de départ et dans l'espace d'arrivée. On ne va pas changer de base ici par défaut. Autrement dit, je remets le tableau en grand. Hop. Vous allez vous retrouver avec, alors où est-ce qu'on en était? La matrice, je vais prendre un petit peu de place, comme ceci. La matrice dans la base BC de D. Je ne sais pas pourquoi je mets des parenthèses ici, ça va rien. On met juste BC en dessous, c'est tout. Quand il n'y en a qu'une seule, c'est pas la peine de mettre des parenthèses. Ça va être égal à. Alors, on aura une grande matrice avec, je replace en colonne et en ligne ce qu'on veut. En colonne, attention,
ce sont les images des vecteurs de base par l'application D. Donc D de 1, D de x, D de x carré, etc. jusqu'à D de x puissance n. Et ceci exprimé en fonction de 1, x, x carré, etc. x puissance n-1, x puissance n. Et donc, fin de la parenthèse, à peu près ici. Zut. Fin de la parenthèse, jusqu'ici. Alors, on va avoir un problème de dimension. Alors, attention, voilà, il y a deux choses différentes. Il n'y a pas de point de dimension. Après, le fait qu'il y ait des zéros qui apparaissent, ça c'est pas grave. Rien n'interdit des zéros dans une matrice. Ensuite, on fait un petit calcul à côté vite fait, enfin en dessous, pour voir ce qui se passe. Si on calcule D de 1, bah D de 1, c'est 0. Donc si c'est 0, bah ce sera tout simplement 0 partout. Donc là, 0, 0, 0, etc. 0 et 0. D de x, c'est égal à 1. Ça veut dire, si on replace dans la matrice, on a une fois le polynôme constant égal à 1, et ensuite 0 fois x, 0 fois x carré, 0. D de x carré, on va le mettre aussi en dessous, ça va être égal à 2x. Donc si on reporte, on va avoir donc 0 en constante, 2 en petit x, et ensuite que des zéros. Et tout à la fin, d de x puissance n, ça va être égal à n fois x exposant n-1. Donc la toute dernière colonne, on va avoir 0 fois 1, 0 fois x, 0 fois x carré. Et juste là, alors attention, je vais mettre volontairement un petit 0 avant pour bien marquer la fin. Et là, il y aura un petit n. Et là, il y aura un 0. Conséquence, alors ici, effectivement, donc là certains l'ont bien noté, tout en bas, vous avez une ligne de 0 parce que aucun des polynômes images n'a de coefficient x puissance n. Mais c'est pas grave, nous on a une matrice, on est content. Ensuite, alors on pourrait être éventuellement un chouïa plus précis en intercalant par exemple là de manière un petit peu fictive un d de x puissance k et en disant qu'on aurait un petit k en position xk-1. Si on veut vraiment affiner un petit peu le calcul de la présentation. Mais sur le principe, je pense que la matrice elle est assez claire. Tac, 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 tac. On a 1, 2, 3, etc. jusqu'à n au-dessus, juste au-dessus de la diagonale. En revanche, justement sur la diagonale, on a des zéros. On ne peut pas enlever la première. Attention. Ici, alors lui je le déplace. Ce sera peut-être un peu plus facile. Hop. Je bouge tout le monde. Hop, lui je le bouge. Lui je le bouge. Et attention. Ici le but, c'est pas de s'amuser à trifatuer les codes de la matrice. La matrice de D reste telle qu'elle. Entre parenthèses, on ne va pas chercher à enlever de lignes ou de colonnes. C'est pas le but. Si vous enlevez des lignes ou des colonnes, c'est plus la même application. C'est tout. La matrice, c'est elle, et c'est tout. Après, les interprétations de François Econ et compagnie, ce sera plus tard. Est-ce qu'il y a des questions sur cette matrice-ci?
On est bon sur le principe? Alors, on va continuer un petit peu. Alors, bon, c'est le fait d'être à distance comme ça, c'est toujours un petit peu plus long que ce que je prévoyais, que ce que je prévois, mais bon. Ce que je voulais qu'on regarde, c'est ça et... Ouais, bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. De toute façon, on avance à notre rythme. Le but, c'est pas trop de se compliquer la vie. Alors, question... c'est plus un endomorphisme. Si, justement. Moi, j'ai dit, on va dans un crochet X, donc c'est un endomorphisme. Point. Le polynôme x carré, j'ai le droit de dire qu'il est de degré plus petit que 3. J'ai même le droit de dire qu'il est de degré plus petit que 72. C'est pas parce que c'est x carré qu'il est interdit dans R72 de x. Donc non, il n'y a aucun problème. Alors, ce que je voudrais faire ici pour terminer, surtout, c'est ça. Donc, je remets le poly en grand. Pardon, excusez-moi. Tac, tac. Je remets le tableau en petit à côté. Ici, le but du jeu, c'est quoi? C'est de se rendre compte un petit peu que cette matrice-là, finalement, elle permet de calculer complètement la matrice. De calculer complètement l'application linéaire, l'image de n'importe qui. Pourquoi? Vous avez cette grande propriété qu'on va démontrer ici. Si on se place, toujours avec la notation, avec nos applications linéaires, base de départ, base d'arrivée. Si on prend un vecteur au départ, ce vecteur de départ, on va pouvoir le décomposer en coordonnées, enfin en combinaison linéaire des vecteurs E1, EP. Il va donc avoir comme coordonnées x1 jusqu'à xp, ce qui fait que c'est la somme des xk, ek. On s'intéresse ensuite à y égale f de x, son image. Ce y qui est égal à f de x, on est aussi, on sait, on a aussi une décomposition, cette fois-ci dans la base d'arrivée epsilon 1, epsilon n. La question c'est, est-ce qu'on peut exprimer ces yj en fonction des xi de départ? Et bien oui, on peut, tout simplement avec ces formules-là, que je vais vous encadrer ici. Le petit yi, qui correspond là à la coordonnée de epsilon i, c'est la somme des aij fois xj pour j allant de 1 jusqu'à p. Donc ça, c'est le calcul qu'on va faire. Je vous ai mis à côté une version ligne par ligne. Donc par exemple, y1, c'est a11x1 plus a12x2 plus a1p xp, etc., etc. Et si vous regardez bien ça dans les yeux, c'est ça, regardez. Ce truc-là, ça s'écrit matriciellement. C'est exactement la définition du produit matriciel de grand A, la matrice de l'application linéaire petit f, multiplié par le vecteur colonne des coordonnées de grand X. Donc il faut bien méditer le truc, mais ce sera super efficace ce truc-là. Donc ça, j'ai presque encadré la remarque aussi, même presque plus que l'énoncé entre guillemets. Le fait d'avoir une matrice d'application linéaire, ça vous donne l'image de qui vous voulez. Ça servira à beaucoup de choses. Alors, on va juste me poser la démonstration, puis les exemples, je crains que ce sera malheureusement demain. Alors, autrement dit, ou alors non, on va faire le plus simple. Au contraire, vu qu'il reste 4 minutes, j'ai pas envie de bâcler la démonstration. On va faire le petit exemple tout de suite, et vous allez voir justement le but du jeu. Si on a cette application linéaire qui est en bas de la page là, f de R3 dans R2 qui a pour matrice 1, 2, 3, 6, moins 5, 7. Ce qu'on va garder comme morale de cet énoncé, c'est que connaître la matrice, ça donne l'application linéaire de manière cadeau. Il suffit d'avoir les bases, si c'est base conique c'est encore plus simple, et on a juste à placer les chiffres au bon endroit. Donc exemple de matrice d'application linéaire, enfin non, exemple d'application linéaire à partir de la matrice, c'est plutôt dans l'autre sens. Donc hop, je repars sur le tableau, nouvelle page. Donc exemple d'AL à partir de la matrice. Donc ici on a dit petit f de R3, excusez-moi, j'étais en train de vérifier, petit f de R3 dans R2 et la matrice de f
dans les bases canoniques B3, B2 est censé être égal à 1, 2, ensuite 3, 6, moins 5, 7. Alors ici, juste pour rappel, je vous remets les bases canoniques. 1, 0, 0, 1. Ensuite, B3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, et ensuite 0, 0, 1. Le principe, tout simplement, pour avoir l'image d'un vecteur, tac, tac, on va vouloir écrire les coordonnées d'un vecteur grand X égale x, y, z dans la base canonique. Je reprends, excusez-moi. On va vouloir écrire l'un vecteur grand X de départ dans la base canonique et on va en déduire son image avec la matrice. Donc c'est très rapide, vous allez voir. Donc on note grand X égale x, y, z appartenant à R3. On veut f de grand X. Or, grand X a pour coordonnées alors, je vais prendre un tout petit peu plus de place. Je me suis mal bidouillé sur la mise en page. Bon, c'est pas grave. Je vais faire attention. Grand X a pour coordonnées la matrice de grand X dans la base B3, vu qu'on est dans R3, égale à, et tout simplement, petit x, petit y, petit z. Je rappelle le principe, encore une fois. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a juste à recopier entre guillemets le x, y, z? Parce que B3 c'est la base canonique. Donc si B3 est la base canonique, la matrice de grand X c'est juste x, y, z recopié. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, hop, je refais un trait de séparation. On calcule. C'est un peu le chantier là, mon tableau. Je suis vraiment désolé. Là du coup, je me suis mal goupillé. On va calculer, si on l'appelle grand A, la matrice là-haut, on va calculer grand A fois x, y, z. Et, alors là, on fait le calcul à la main, enfin directement. On a une matrice 2, 3. Multiplié par une matrice 3, 1. Ça va donc faire une colonne. Et ça va faire une colonne avec seulement 2 coordonnées. Ici, si je mets en dessous les petites dimensions, tac, tac. Grand A, c'est une matrice de taille 2, 3. Ici, on a 3, 1. Donc ici, ça fait une matrice de 1. Et au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir première coordonnée 1 fois x, plus 3y, moins 5z. X, plus 3y, moins 5z. Deuxième composante, 2x, plus 6y, plus 7z. Conséquence, donc là je remets un trait de séparation, d'où f, excusez-moi, hop, ici, f de grand X, ça va être x plus 3y moins 5z fois 1, 0, plus 2x plus 6y plus 7z fois 0, 1. Et c'est là, je vais un tout petit peu tasser en bas du coup, mais c'est pas grave. Ici, encore une fois, vu qu'on a la base canonique 1, 0, 0, 1, bah, il y a juste à recopier les deux grandes parenthèses à l'intérieur des coordonnées. Et on se retrouve avec x plus 3y
moins 5z. Comment c'est à l'écran? C'est pas folichon. Hein. Je vais faire un micro déplacement. Tac. Voilà, ce sera un tout petit peu mieux comme ça. X plus 3y moins 5z. Et en dessous, 2x plus 6y plus 7z. Et ça, c'est notre conclusion. Ça, c'est f de grand X. Alors, encore une fois, là, j'ai fait beaucoup de détails. Pour que vous preniez bien l'habitude, au moins dans votre tête, de voir qu'il y a deux bases, une départ à l'arrivée. On est censé écrire grand X en coordonnées dans la base B3. On fait le produit matriciel. On récupère f de grand X en coordonnées dans la base d'arrivée. Et si on fait le petit bilan, on obtient f de grand X comme ceci.